3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est avec nous, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Étienne Gorgeon nous accompagne, responsable de la gestion obligataire chez Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Et autre gérant obligataire avec nous, Cyril Parison, le responsable de la recherche obligataire de Silex. Bonsoir Cyril. Bonsoir Grégoire. C'est un peu le mistigris obligataire. C'est-à-dire, un jour, c'est la courbe japonaise qui part en vrille. Le marché américain obligataire, lui aussi, a connu ces moments de turbulence au cours des dernières semaines et des derniers mois. Aujourd'hui, c'est le jour du Royaume-Uni. 3 ans, un peu moins de 3 ans après le choc du mini-budget britannique, octobre 2022, ce moment Liz Truss qui avait déjà été une alerte mondiale pour beaucoup de chancelleries sur ces questions de trajectoire de finances publiques. Bon, quel enseignement faut-il en retirer, Cyril ? Il faut en retirer que, ce que nous montre la volatilité sur les taux depuis plus de 2 ans, elle est aujourd'hui dans les chiffres. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire baisser les trajectoires d'endettement dans les grands pays industrialisés. Alors évidemment, aux États-Unis, où l'accélération de l'endettement fait un petit peu peur, notamment au niveau de la charge de cette dette. Je pense qu'on parlera un petit peu de aujourd'hui comment est un petit peu disséminée cette dette dans le monde. Ça commence effectivement sur la partie longue des taux au Japon un peu à crisser, puisque la politique, la BOJ est en train d'avoir une politique de remontée des taux, donc ça commence également à coûter cher sur cette charge de la dette. Et puis évidemment en Europe, on sait que l'Allemagne un petit peu a lancé la course au réendettement, et on sait bien que quelque part ça sera difficile pour les autres pays hors Allemagne de suivre. Alors on peut penser que ce qui a été voté notamment au sein de l'OTAN sera très compliqué pour beaucoup de pays comme l'Italie, la France ou même l'Espagne. Oui, qui a d'ailleurs préféré de se mettre en dehors de ce programme. Oui. Exactement. Donc on a une vraie tendance lourde sur la partie longue des taux qui fait dire à pas mal d'investisseurs que cette pontification elle va se poursuivre. Et quand on vient un petit peu de lister tous les arguments, un peu plus une croissance qui ralentit aux États-Unis avec moins de création d'emplois et dans le même temps plus de dettes. On sent bien qu'il y a quand même une volonté, qui n'est pas une volonté publique, mais en tout cas, il y a une pontification qui va se poursuivre, qui a commencé il y a environ 6 mois, qui est mieux entamée en Europe qu'aux États-Unis, puisqu'en Europe, on est déjà sur un 2,10 autour de 75 BP. Aux États-Unis, un petit peu moins. Mais par rapport à tout ce qu'on dit sur ce plateau, globalement, cette pontification a vocation encore un petit peu on est encore à la découverte de ce prix des déficits, ce prix du risque sur des parties longues de courbes obligataires. Oui, non, parce que les pentes par le passé ont été, on pouvait atteindre des 150 BP assez facilement. Donc la moyenne, on reste très largement en dessous de la moyenne sur les pentes dans les grands pays industrialisés. Mais c'est plus effectivement après une volonté pour moi de yield curve control des acteurs. On ne peut pas se permettre de financer tous ces nouveaux programmes avec les taux qui sont aujourd'hui les nôtres. Et on parlait du UK tout à l'heure, mais le UK aussi a un grand plan d'investissement dans la défense. On n'arrive pas à gérer 5 milliards d'économies de dépenses mensuelles. Les 30 milliards sur la défense, je ne sais pas l'impact que ça pourrait avoir sur les marchés. On voit quand même la violence du mouvement. Alors, c'est le Royaume-Uni, c'est un laboratoire. Il y a un traumatisme qui est peut-être aussi encore dans les mémoires, je le rappelle, celui d'octobre 22, mais 20 BP sur le 10 ans britannique, avec en plus, c'est toujours la triple peine. C'est-à-dire que là aussi, c'est un schéma de marché qu'on n'avait pas l'habitude de voir pour des économies développées. On a beaucoup parlé de ce schéma de marché aux États-Unis à l'occasion de Liberation Day. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni. C'est-à-dire que tous vos actifs baissent. Les actifs obligataires voient leur prix baisser, les taux s'envolent, la devise baisse de 1% en l'occurrence pour le sterling contre dollar aujourd'hui, et les actions baissent également. Nouveau comme schéma, Étienne, ça. Oui, il y a beaucoup de sujets dans ce schéma-là, mais premièrement, ce qui se passe en Angleterre est assez symptomatique, évidemment, comme le disait Cyril, de ce qui se passe ailleurs. Et je trouve que c'est plutôt les États-Unis qu'il faut regarder, puisque c'est eux finalement qui continuent de diriger l'évolution de tous ces sujets de taux et de marché dans le reste du monde. Et pour moi, il y a 3 sujets. Le premier, c'est l'emploi. Si l'emploi devait craquer, moi, je ne crois pas trop à l'ADP. C'est-à-dire que quand je regarde les données... Faux signal. Disons que ce que j'ai appris depuis 2022 et cette récession qu'on nous annonçait en 2023, c'est que les données dures à haute fréquence donnent de bien meilleurs résultats que toutes les études, qui sont de plus en plus compliquées, d'autant plus que beaucoup de gens ont perdu leur job
à fournir les données de ces enquêtes. Donc, les enquêtes, elles sont toujours très suivies par les marchés, mais elles donnent des résultats qui, moi, me laissent relativement perplexe. Donc, excellente chronique de Robin Rivaton dans Les Échos, je crois hier, sur ce sujet, la déshérence de la statistique et la complexité de faire des statistiques aujourd'hui, notamment sur la base d'enquêtes économiques. Exactement. Juste pour citer un chiffre qui est connu désormais, c'est que sur l'inflation américaine, c'est 30% de l'estimation. C'est ça. Donc on est à donc il y a un tiers, on ne sait pas trop, donc on estime. Et sur les enquêtes emploi, c'est sur les enquêtes emploi, chute des réponses depuis le Covid, on est entre 15 et 20%, ce qui fait que vous avez toujours des réactions. Et en fait, ce qui est toujours fascinant, c'est que les marchés réagissent pas encore totalement à cette nouvelle donne, dans le sens où si demain les NFP sont très bas, par exemple, très mauvais, il est fort probable que les marchés réagissent très fortement. Bref. Donc emploi américain. Emploi américain. Quand on regarde les données dures à haute fréquence, on ne voit pas une augmentation des licenciements, ni de sujets particuliers au niveau de l'emploi. Et les JOLTS d'hier étaient plutôt rassurants. Et c'est ce que dit ADP. Ils disent les entreprises qu'on a interrogées, alors, n'embauchent plus. Et elles ont une réticence à remplacer ceux qui partent. Exactement. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Et puis, il y a un point d'interrogation, c'est sur l'immigration. Ouais. Si l'emploi devait céder, ce qui n'est pas possible non plus, mais s'il devait vraiment ralentir trop fortement, il est très, très probable que la Fed agisse sur ce mandat-là plutôt que l'inflation. D'accord. Même si l'inflation pourrait réapparaître après, je pense qu'elle va probablement réagir sur les taux. Ça paraît... ça serait très surprenant qu'elle ne fasse pas dans ce sens-là. Deuxième sujet, c'est les taux. Pourquoi est-ce que les taux remontent ? De mon point de vue, il y a 3 raisons. Le premier, c'est ce fameux taux neutre. Taux neutre, c'est le taux d'équilibre de la croissance américaine. Quand les taux de la Réserve fédérale sont en dessous, l'économie accélère et vice-versa. Moi, ce taux neutre me semble substantiellement sous-évalué. D'après moi, il est beaucoup plus haut. Où ? Aux États-Unis ? Aux États-Unis. Et du coup, étant donné que les États-Unis donnent le ton, quand ça s'écarte de 100 points de base aux États-Unis, ça s'écarte de 75 points de base en Europe, ça s'écarte de 35 points de base, même pour les pays les plus vertueux comme l'Australie, qui a à peine 50%, un peu plus de 50% de dette. Donc simplement, les États-Unis dirigent tout le reste. Donc quand on regarde ce qui se passe là-bas, il y a un taux neutre qui, moi, me paraît trop bas par rapport à sa réalité. Il y a plusieurs facteurs qui me font dire ça. Le premier, c'est le fort rebond des marchés actions, en V. On n'est plus dans des U, on est dans des V. On voit des choses qui sont parfois, de mon point de vue, avec mon petit historique de 30 ans, presque aberrantes. Vous prenez cette boîte Metaplanet, c'est du développement hôtelier, immobilier dans l'hôtellerie japonais, qui émet 55,4 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin, et ça fait 3,4 fois la mise depuis le début de l'année. Pareil, Circle qui fait une introduction, je crois le 4 ou le 5 juin, c'est la plus forte progression du marché action du S&P depuis sa création. Donc, et puis si j'avais tort à la limite sur ces effets de remontée de bulles qui arrivent à la surface, je me dis toujours que avec ce niveau de taux, l'économie américaine aurait déjà décéléré, et entre 2 et 3, elle le fait pas. Donc le taux neutre me paraît beaucoup plus élevé. Okay. Premier facteur. Deuxième facteur, il y a un problème d'acheteurs marginaux. Oui. Donc il y a les banques centrales, on en a parlé, qui achètent plus, donc Japon. Les banques américaines achètent peu, voire pas du tout, parce qu'elles sont toujours avec un stock de dettes américaines qui sont en perte. Mm-hmm. Les fonds de pension sont à l'équilibre, donc l'appétit est beaucoup moins fort. Le retail n'achète pas beaucoup. Donc il y a un défaut d'acheteur marginal. Ouais. Et pour finir, l'obligataire en anglais s'appelle fixed income. Donc fixed, ça veut dire qu'on a une certaine visibilité sur les choses. Et quand vous regardez la dette américaine, vous avez un point d'interrogation sur l'inflation à cause des barrières tarifaires qui sont quand même censées être substantiellement, avoir un impact. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas ignorer que le dollar va plutôt vers le bas. Donc, vous achetez une deuxième interrogation. Et la troisième interrogation, c'est qu'avec le déficit budgétaire qu'ils sont probablement en train de faire, vous avez une interrogation sur le crédit ou la notation, la valeur de la signature américaine. Ça fait beaucoup pour des acheteurs de dettes obligataires. Nous, on aime bien avoir de la visibilité. Ouais. Et quand vous êtes acheteur étranger, évidemment, la dette américaine, elle ne vous fait pas envie. Et vu que les locaux sont plutôt en retrait, et le dernier facteur, c'est le dollar. C'est que normalement, quand le dollar baisse, parce que les taux baissent, là, le dollar baisse et les taux ont quand même plutôt une tendance à remonter. Et pour moi,
votre question. Et tout ça, c'est quoi ça résonne comme des petits signaux d'alerte ici et là. C'est orange vif. Disons que pour moi, la chose qui est claire, c'est que si des benchmarks commencent à remonter, tout va paraître beaucoup trop cher. Il y a un moment, quelque chose va devoir céder. Pour l'instant, on n'est pas encore dans cette dynamique-là. Mais si on devait reprendre cette tendance, je trouve que la prise de risque, je trouve que la prise de risque est probablement beaucoup trop libérée. Les esprits animaux sont un peu trop sont très libres aujourd'hui. Il me semble. Bon, vos commentaires, Eric. Alors, on part des marchés obligataires parce que ça fait déjà des années que tout vient beaucoup plus qu'avant, peut-être des marchés de taux et des marchés obligataires. Il y a à la fois plus d'enjeux. Ouais, mais je le disais, il y a deux salles, deux ambiances. C'est vrai que les indices actions, et pas que les actions, les actifs risqués, le crédit, c'est des rebonds en V. On franchit les obstacles les uns après les autres. Liberation Day, la guerre des 12 jours, et on finit le semestre. Oui, mais le mot a été dit, en fait, c'est visibilité. Alors, en fait, sauf que la visibilité, c'est par période courte. Et à un moment donné, on se persuade qu'on est dans un schéma, mais qui va une semaine, 15 jours. Et donc, on a 90 jours de trêve, donc 90 jours de visibilité, quoi. Oui, voilà. En fait, là aujourd'hui, pourquoi les marchés remontent ? Parce qu'on s'est persuadé que la période des taxes, ça va se terminer, qu'on va finalement se payer 10% de taxes. Et de temps en temps, il y en a un qui vont se faire taquiner en espérant que c'est pas moi. Et puis globalement, ça nous laisse une marge pour aller faire joujou. Et puis sachant que les taux vont relativement plus se baisser que remonter dans un premier temps, taux court. Ah oui. Taux court. Donc, pendant 8 jours, vous avez une fenêtre comme ça. Et puis, à un moment donné, la visibilité s'arrête parce que comme votre horizon, c'était le dernier 15 jours de ce qu'on allait faire, point d'interrogation. Et c'est sur l'obligataire, vous avez besoin du temps long, en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait des mois que je touche pas aux obligations parce que pour moi, l'obligation, c'est effectivement, vous vous mettez là et vous touchez buy and hold et puis, mais sauf que vous pouvez pas. C'est plus possible. Trop de volatilité. Et en plus, avec l'insécurité de l'émetteur, parce que finalement, on voit bien que ce qui est sûr aujourd'hui et demain, alors je dis pas que les États-Unis vont faire faillite, mais ce point que vont exiger ou ces points supplémentaires que vont exiger les prochains financiers, les prochains achats de financiers pour mettre de l'emprunt américain, je sais pas le quantifier. Donc, je reste en monétaire avec. Et puis, par contre, dès qu'il y a une fourchette de sécurité pour 15 jours, hop, je prends la vague en fait pour aller parce qu'on est tous comme ça. Il faut qu'on fasse du rendement. Sauf que le rendement sécuritaire, il n'existe plus, puisque tout baisse en même temps et tout remonte, il n'y a pas de sécurité. Donc, vous prenez ces fenêtres de tir, et c'est pour ça que vous pouvez regagner ce que vous avez perdu en 15 jours. C'est quoi la valeur refuge aujourd'hui, là, quand on doit gérer des portefeuilles ? Parce que le dollar, on se demande même si est-ce qu'on n'en est pas à devoir couvrir sa poche action américaine contre le dollar, ce qui n'est pas du tout ouais, pour des investisseurs qui ne sont pas obligés de le faire. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus rien de naturel en fait. Il faut ce qui était vrai n'est plus forcément vrai. Je crois que la certitude absolue déjà ça n'existe pas. Mais déjà, si vous diversifiez, si vous allez au bout du bout, la valeur refuge ultime que tout le monde est persuadé d'avoir, c'est l'or. Bon, donc vous vous dites, mais sauf que vous pouvez pas gérer un portefeuille avec 100% d'or. Donc vous mettez une partie qui vous dit, si jamais pour la petite queue de la courbe de Gauss, ça part en vrille, vous avez l'or. Pas les obligues. Avant, on aurait mis de l'emprunt d'État américain, c'est clair. Alors, je suis pas spécialiste obligataire, je veux pas parler à la place des obligataires, mais je vais poser la question, vous inquiétez pas. Voilà. Et le reste, c'est des diversifications et surtout prendre la vague quand être positionné et prêt en attente pour prendre la vague, pour monter comme ça progressivement. Il y a comme ça que j'aurai du rendement relativement sécuritaire. Pour l'instant, ça marche. Sur les niveaux d'indice des marchés actions américains, européens, comment on justifie il n'y a plus grand-chose à faire sur les indices. D'accord. En fait, c'est des vagues. On est revenu dans le haut des niveaux de prix et de valorisation qu'on peut espérer légitimement. Non, je marche pas en termes de valorisation parce que je ne sais pas. Je parle en termes de
qui peut faire monter le marché. En fait, voilà. Et le marché américain peut monter encore quelques jours sur cette nouvelle-là. C'est-à-dire que ça y est, on a voté la loi, on sait que globalement... Bonne nouvelle, 3 000 milliards de déficit devant nous. Oui, mais... le marché action, il verra ça plus tard, d'accord. On verra ça plus tard. En fait, on a plein d'incidents, mais sauf qu'ils sont très échelonnés dans le temps. Donc ça sert à rien de se faire mal en attendant que, pour l'instant, les financiers sont contents parce que on a voté le truc. Et les taxes, bon, ça a l'air de se calmer. Il n'y a plus de problème géopolitique. D'accord. À la minute où on se parle. Donc c'est la baisse du risque politique et géopolitique qui permet au marché action d'être à ces niveaux-là aujourd'hui. Oui. Ouais. Cyril, et la question, vous la souleviez déjà tout à l'heure, qui va acheter des treasuries demain ? Parmi la gamme d'acheteurs naturels ou potentiels face au trésor américain, qui va devoir émettre, réémettre, refinancer, rallonger aussi des maturités après avoir émis sur du court pendant très longtemps. Comment est-ce qu'on crée ou recrée un acheteur marginal pour ces marchés-là ? Alors déjà, il faut que ce soit intéressant d'un point de vue risk-reward, ce qui n'est pas le cas parce qu'on disait, voilà, les courbes sont encore relativement plates par rapport à tous ces nouveaux risques qui émergent, notamment aux États-Unis. Donc il faut qu'il y ait de la quantification. Quand on sera payé pour la duration, on commencera peut-être à en acheter et à réestimer le risque américain, mais aujourd'hui, oui, on est plus confortable avec un 2 ans qu'un 10 ans ou encore même un 30 ans. Ça, c'est le premier point. Après, ce que veut faire l'administration américaine, ça a échappé à personne, c'est que c'est un petit échange entre amis. Les banques, regardez, on vous fait des stress tests, pas très très sévères. Vous pouvez redistribuer plus à vos actionnaires, tout va bien. Et puis, on vous fait une petite réforme aussi du ratio de levier. Donc, c'est-à-dire que globalement, vous allez pouvoir prendre plus d'actifs, avoir des bilans plus gros, donc gérer plus d'actifs. Mais si vous pouvez faire un petit peu du treasury, et peut-être que demain, d'ailleurs, on enlèvera totalement les treasuries de la comptabilisation. Cet effet de levier, là, on a juste réduit le niveau du ratio de levier, mais demain, on peut retirer encore les trésoreries de la comptabilisation du dénominateur. Donc ça sera peut-être la deuxième étape. Donc les banques peuvent, donc dans l'esprit de l'administration Trump, dans l'esprit Bessent, on va dire, ça serait des acheteurs marginaux. Sauf que, comme le disait Étienne, les banques, elles gèrent un risque et elles ont déjà beaucoup augmenté leur position sur les treasuries américains. Je regardais une statistique, elles sont à 6% de leur actif total. Et historiquement, total bilan. C'est beaucoup, ouais. C'était 1% avant la grande crise financière. Donc déjà, il y a eu une remobilisation sur les treasuries américains. Et on sait que c'est pas très bon non plus quand il y a tout un système bancaire qui détient trop du risque de son pays. On a vu des écueils, notamment en Italie, quand ça commençait un petit peu à secouer. Ça crée une boucle pas forcément saine. Voilà. Donc il faut que... Alors, il ne faut pas compter sur les acteurs étrangers. On l'a tous vu, les banques centrales réduisent, les grands assureurs, les grands fonds étrangers plutôt se relocalisent. C'est une sorte de dédollarisation du système. Ça, c'est bien en place, ça se voit beaucoup, avec l'or évidemment aussi, en substitut. Donc ça doit être les ménages qui doivent avoir un taux d'épargne supérieur et qui pourraient acheter des trésoreries. Donc le grand plan national, quoi. C'est soit les corporates n'ont pas trop d'intérêt à acheter aujourd'hui de la dette américaine. Elles sont en meilleur. On a plutôt envie d'acheter un Microsoft qu'un Treasury, clairement, aujourd'hui, à 30 ans. Aucun intérêt. Les ménages pourraient avoir un intérêt, mais sauf que la tech, en fait, mobilise tous les inflows. Donc, il va falloir trouver peut-être un avantage fiscal pour avoir des Treasuries pour les ménages. Grand emprunt national, quoi. Exactement. En dehors de ça sera compliqué d'absorber le flux. Le développement des stablecoins est vu par certains stratégistes comme effectivement une manière, comme on est sur des valeurs qui sont payées 1 pour 1 au dollar, une manière, à travers des entreprises privées qui déploieraient ces stablecoins, de trouver des acheteurs, là aussi naturels, une réserve d'acheteurs qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les entreprises. De toute façon, on voit bien que globalement, dans le monde de l'investissement, on a envie de diversifier par rapport aux actifs traditionnels, que ce soit l'or, que ce soit les monnaies digitales, que ce soit le crédit aussi, que ce soit le crédit privé. Quand on regarde aujourd'hui un portefeuille d'un family office, aujourd'hui, comment il est constitué, comment il était constitué il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir. La part des actifs alternatifs ou des actifs privés qui ne sont pas traités sur les marchés, énormément augmenté. Ouais.
Étienne, sur cette question de qui achètera des treasuries dans ce monde où les déficits américains filent peut-être à 9%, j'en sais rien. Alors, il y a la partie croissance aussi. Déjà, est-ce que cette loi, est-ce qu'on attend quelque chose, un impact substantiel sur la croissance américaine, ou est-ce que c'est avant tout du déficit sans forcément de croissance marginalement supérieure? Et puis l'autre question en lien avec les treasuries et le dollar, c'est la succession de Powell. Est-ce que c'est un sujet people qui intéresse ceux qui suivent l'actualité des banques centrales, ou est-ce que c'est un sujet profond pour des investisseurs globaux? Je vais commencer, si on prend la première question, je vais commencer par ce qui me paraît le plus trivial, c'est les stablecoins. Ah oui. Si on regarde le sujet des stablecoins et de l'acheteur marginal, les stablecoins, c'est quand même pas loin d'un schéma un peu à la Ponzi. C'est-à-dire que vous avez une boîte qui a une market cap assez favorable, qui va émettre des equity pour acheter des treasuries à un volume inférieur que ce qu'elle émet en coin. Tout ça, ça marche bien. Oui, c'est un gage, une réassurance. Tout ça, ça marche bien. Le jour où vous avez des treasuries qui partent en valeur, des taux qui remontent, tout s'inverse. Et je suis pas totalement sûr que le débouclement va se faire de manière sereine. Ouais. pour avoir déjà vu des sujets un peu de ce genre dans le passé, je suis pas totalement sûr du truc. Après, probablement beaucoup plus sérieusement, si la Fed dit on baisse les taux, parce qu'il y a un problème sur l'emploi ou la croissance. Ça ramène du calme. Là, vous allez voir des acheteurs, il n'y aura pas de problème. D'accord. Donc la pontification, elle peut se faire par les deux parties de la courbe. Ça peut être bear steepening, c'est la partie longue qui monte, mais ça peut être aussi, dans certains cas, la Fed qui baisse les taux courts. Vous voyez, les retail américains n'achètent pas de treasuries. Le jour où la Réserve fédérale donne le signal, ils vont tous y aller. Et probablement que même moi, qui étais plutôt en retrait par rapport à la courbe américaine, je suis totalement absent, ce qui m'est quasiment jamais arrivé. On va y aller. On peut pas passer à côté. Donc on va tous y aller. Et là, vous allez avoir un acheteur marginal assez substantiel. Et là, ça fait un peu transition sur votre deuxième point. Bah oui. S'il y avait un problème en termes de crédibilité, alors imaginons que Powell soit vraiment forcé à baisser ses taux alors que le marché n'y croit pas. Donc là, on se retrouve dans ce que moi j'appellerais un conundrum, donc à l'envers, c'est-à-dire que les taux courts pourraient baisser, les taux longs pourraient remonter. Donc l'inverse de ce qui s'est passé en 2005, ce serait assez catastrophique. Et là, c'est la Fed elle-même qui serait probablement obligée d'être l'acheteur marginal. Mais ça, c'est un scénario, si on y réfléchit sérieusement, c'est pas un beau scénario. Non. C'est quelque chose qui serait probablement très perturbant pour tous les marchés. Puis le marché attend des baisses de taux, y compris avant la fin du mandat de Jérôme Powell. Donc, on peut imaginer légitimement qu'il sera amené à baisser les taux. Quand même. Il sera probablement amené à baisser les taux. Et après, la question de Bowman et de Waller... Donc deux membres du board de la Fed qui font entendre une voix un peu dissidente, jusqu'à présent en tout cas. Moi, ce que je pense, c'est que la crédibilité... Alors c'est vrai que la crédibilité, ça peut s'amenuire très rapidement. On met beaucoup de temps à créer une crédibilité et il faut parfois quelques minutes pour la détruire. Je pense qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là parce qu'il y a Bessène qui est pas très loin et puis Trump comprend quand même qu'il est assez... Enfin, c'est quand même... le marché le plus dangereux potentiellement, s'il déstabilise le marché des treasuries, Dieu sait ce qui se passera. Ça a été une ligne rouge au moment de Liberation Day. Mais je pense que ça peut être dans un populisme qui s'ancre. Dans 5, 10 ans, ça peut être un vrai sujet. C'est-à-dire que vous regardez votre banque centrale et vous dites, mais ils font absolument n'importe quoi. On repousse un peu plus les limites à chaque fois. On teste un peu plus les limites à chaque fois. Comme on a pu le voir en Turquie, comme on a pu le voir en Russie, enfin dans des pays où on n'a pas envie de voir ça, nous, en tant que citoyens, quoi. Ouais. Bon. Donc c'est un vrai sujet quand même, la succession. Je pense que c'est un vrai sujet, mais je pense pas que le problème arrivera tout de suite. Même si c'est l'un des deux, ça sera pas le sujet demain. Je pense que le vrai sujet, c'est une crédibilité qui s'amenuise et à un moment vous vous retrouvez avec quelqu'un. Une érosion lente et. Il faut absolument que la Banque centrale garde sa crédibilité, effectivement. Donc. J'ose espérer que pour la garder, Powell baisse ses taux assez rapidement en disant effectivement j'ai pas de réponse sur l'inflation mais le risque est devenu important sur la croissance. Moi je pense que j'ai toujours pensé qu'il agirait sur la croissance avant d'agir sur les prix. Moi ce qui me ferait peur pour Jérôme Powell et pour la Fed, c'est que on ne voit pas arriver cette inflation ou ce choc de prix, ce choc tarifaire.
que la Fed en prenne acte à un certain stade, finisse par baisser ses taux, mais étant peut-être un peu en retard par rapport à ce que des données d'emploi ou de croissance lui dicteraient de faire. Et à ce moment-là, c'est victoire pour l'administration Trump. On vous l'avait bien dit, Powell est en retard, il n'y a pas d'inflation liée aux tarifs, et Jérôme Powell se retrouverait sous une pression quand même maximale. Aujourd'hui, on comprend, il veut garder toutes les options ouvertes. S'il n'y avait pas cette inflation des tarifs qui nécessite que la Fed soit autant sur la retenue aujourd'hui... Mais je pense qu'il faut laisser... Il faut laisser une chance au plan... Enfin, et je vois mal Powell s'arc-bouter en disant « je veux voir dans les statistiques... Je pense qu'il va laisser le message. Alors, je suis contre le marché. Enfin, j'ai changé d'avis il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais il faut pas dire non à. Non. Ferme pas les portes. Hein. Et effectivement, il va faire un geste. Bon, je pense mais ça résoudra. Alors, la crédibilité, ça va améliorer la crédibilité de la Banque centrale, effectivement. Il faut absolument le conserver. Ça laisse qu'il n'est pas trop en porte-à-faux avec Trump. Donc, il ne faut pas qu'on ait cette guerre-là, parce que ça, effectivement, si on a ça, c'est la fin des haricots. Et donc, mais au-delà de cette baisse de taux, il faut qu'on ait une vision à plus long terme, en fait. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas la donner. Il peut pas la donner parce que la Banque centrale n'a pas de visibilité plus que ça, en fait. Sa seule visibilité, c'est sa crédibilité en disant « Ok, là, je commence à voir un petit peu un problème dans la croissance, donc je soulage un peu le marché et on verra sans trop, enfin 25, ça va pas changer grand-chose. On verra après pour l'inflation. Après, dans un passé très récent, il y a moins d'un an, on a vu un mauvais ISM au cœur de l'été, alors en plus doublé par la banque japonaise qui montait ses taux, enfin bref, un petit coup de Trafalgar sur les marchés, mais des données d'emploi américaines sur lesquelles la Fed s'est appuyée immédiatement pour un 50 points de base de baisse de taux en septembre dernier. Donc, elle a toujours cette vitesse et cette fonction de réaction rapide et forte. Alors, non, mais pour compléter le point d'Éric, c'est que si vous regardez tous les indicateurs de croissance aux États-Unis, on est parti quand même pour un deuxième trimestre qui devrait être pas loin de 2,5, et celui qui va arriver, on est sur une tendance qui reste relativement forte. Il n'y a rien qui nous fait dire qu'on va passer en dessous des 2%. On reste dans un niveau de croissance qui est substantiel. Et si la Bill passe à la Chambre pour de bon et qu'ils dépensent autant d'argent qu'ils ont prévu, on va se retrouver avec un déficit budgétaire de 7. Ce n'est pas un environnement qui est défavorable à l'économie. Et donc, cette baisse de taux, elle est pas donnée du tout. C'était juste... on comprend. Cyril, sur... Elle n'est pas donnée, mais en fait, il y a, comme le disait Étienne très bien, c'est-à-dire il y a encore de la marge par rapport au taux neutre. Si on dit que le taux neutre en Europe, il flirte autour des 2%, il flirte autour des 3% aux États-Unis. Donc c'est sûr qu'à un moment, il y a une pression quand on est dans une borne 4,25, 4,50 pour se rapprocher à un moment du taux neutre. La question, c'est pas d'être accommodant. C'est déjà, on est modérément restrictif, si je reprends la terminologie de Powell. C'est pourquoi est-ce qu'on va pas, là, maintenant, neutraliser la politique monétaire ? Après, voilà, les dots, 10-50 BP, voilà, il y a deux camps qui sont en train de se faire. Ce serait quand même surprenant d'ici à la fin de l'année, voilà, ou en tout cas au T1 2026, de ne pas aller vers 3,75 minimum. Ce serait bien que Powell initie quand même le mouvement avant de passer son tour. Il va le faire. Il va le faire. Je pense qu'il n'est pas borné, Powell. Il a été le premier d'ailleurs à voter aussi la dérégulation bancaire. Et voilà, la Fed a voté. Il était pour la réforme du ratio de levier. Donc ça veut dire qu'il est aussi pour le soutien du système financier dans son ensemble, que les primary dealers fonctionnent mieux aux États-Unis, etc. Et s'il faut aider l'économie en temps voulu, et s'il faut se rapprocher de sa mission de taux neutre, il le fera également. Donc c'est juste que il y a beaucoup de bruit autour, et que c'est sûr que ça met énormément de pression sur un seul homme. Mais à chercher cette visibilité qui met du temps à venir, avec l'inertie des tarifs, et des tarifs qui ne sont même pas encore décidés et atterris, est-ce qu'il prend un gros risque d'être en retard à un moment ? Il fait un peu tapis sur l'inflation des tarifs, effectivement. C'est ça. Bon. Si on change de la partie dollar pour s'intéresser à la partie euro, Cyril, gardez la parole. Et partant du change, on est en plein forum BCE à Sintra. Ça a été une des prises de position du vice-président de la Banque Centrale Européenne, Luis de Guindos, en début de semaine. Jusqu'à 1,20, c'est tout à fait gérable. Au-delà, ça peut créer des troubles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là et de quels troubles est-ce qu'on parle ? Ça peut créer des troubles, j'imagine, pour nos exportations déjà en Europe. Alors,
la surévaluation du dollar, elle était, ça fait un petit moment qu'elle dure. Quand on prend les théories classiques, pouvoir d'achat, normalement, effectivement, on est plus proche des 1,20 que des 1, ça c'est sûr et certain. Donc là, on est simplement en train de recadrer les choses. Après, effectivement, pour l'économie européenne et notamment pour une économie allemande, ça devient compliqué. L'écart qu'on peut avoir aujourd'hui avec le dollar. Et c'est sûr que, en fait, on a eu pas mal. En fait, les flux ont un peu caché cette surévaluation du dollar. Encore une fois, avec la tech américaine, qui a amené beaucoup d'inflows dans l'économie américaine et qui a fait que pendant longtemps, on est resté sur un dollar très fort. Ce qui est un peu plus surprenant là, c'est que en fait, ce renforcement du dollar arrive sans baisse de taux en parallèle de la Fed. Ce renforcement de l'euro. Ce renforcement cet affaiblissement du dollar. Autant pour moi. Oui, c'est ça. À la fois sans sortie massive de la tech américaine et en même temps sans baisse de taux. Parce que la dernière fois qu'on a eu ce type de mouvement, on a eu... C'est bien le dollar qui est ciblé, quoi. Donc c'est le dollar qui est ciblé. Et effectivement, le canal, on voit bien, on vient d'en parler, c'est les trésoreries. Cet appétit bien moindre pour les actifs américains qui pénalise aujourd'hui le dollar. Bon. Au-delà de 1,20, c'est un bon prétexte pour que la Banque Centrale Européenne aille peut-être un peu plus loin dans ses baisses de taux, par exemple, Étienne ? Ouais, je pense que ça pourrait l'être parce que, en fait, si on rajoute la faiblesse du dollar, donc la force de l'euro en relatif, plus les barrières douanières, on se balade. Alors après, il y a des taux effectifs qui sont toujours en train d'être calculés, mais on va se balader autour de 25% de désavantages compétitifs par rapport aux États-Unis. Ce que je veux dire pour grossir le trait, c'est que bientôt, c'est les Américains qui vont nous exporter leurs voitures qui sont pourtant pas des super bagnoles au passage. Mais c'est un détail. Non, mais c'est à contre-pied de ce qu'on pouvait raconter, moi le premier, et de ce que les économistes expliquaient, sur la base évidemment de l'académie, de l'économique académique, mais des tarifs, ça va s'ajuster par le change, et si on a 10, 15, 20% de tarifs sur les biens européens importés aux États-Unis, petite baisse de l'euro, et ça règle déjà une bonne partie du problème. Il s'est passé exactement l'inverse. Le siège a rajouté une pénalité à ces barrières douanières. Et je pense que le 1,20, ils sont obligés de parler du 1,20 parce que ça a toujours été un peu un espèce de totem. Enfin, ça a été souvent mentionné par les différents membres de la Banque centrale sur les 10 dernières années. Moi, je pense que c'est trop élevé. Enfin, l'euro est beaucoup trop fort déjà, et encore plus en intégrant les barrières tarifaires, et qu'on n'est pas dans une zone. Enfin, moi je vois, on finance chez Sanso-Longchamp sur la partie obligataire, on finance les ETI européennes. Il y a 1 an et demi, c'était pas la fête. Chaque résultat, je le répète souvent sur votre antenne, parfois on se bouchait le nez, on fermait les yeux. Ça va mieux depuis 2-3 trimestres, mais c'est pas de l'exubérance. On est sur une stabilisation des résultats. Ce qui fait que le tout est OK et ça se passe bien, mais voilà, il n'y a pas d'exubérance, il ne faudrait pas grand-chose pour repartir dans l'autre sens, et là, ça va commencer à recrisper. Moi, je ne serais pas surpris qu'effectivement, ça soit une excuse pour la Banque centrale d'aller un peu plus loin, parce que économiquement, beau tourner le problème dans tous les sens, c'est un problème. Donc la fonction de réaction de la BCE dépend désormais des tarifs et du niveau de tarifs. Elle est obligée de tout intégrer, autrement on fait un mauvais calcul, c'est un mauvais calcul. Oui, je souscris effectivement à ce que vous venez de dire. En fait, je pense que la seule façon de la réaction de l'Europe, c'est de continuer à baisser ses taux. Enfin, on a besoin de remettre un peu de carburant dans l'économie, puisqu'on n'a pas de cette visibilité. Voilà. Et après, ce qui fait la force... va faire des efforts importants quand même pour remettre du carburant dans son économie. Oui, mais c'est pas tout de suite. Ok. Donc pendant ce temps-là, il faut faire les fins de mois, parce que là, l'export, c'est mort. Donc l'intervalle, c'est la BCE. La France, pour l'instant, c'est bon. L'Espagne, c'est la seule qui bouge un peu. Donc, il y a un problème de croissance, de toute façon, à court terme. Donc, vous êtes obligé de favoriser un petit peu par une baisse des taux, parce que du 1,20, ça devient compliqué quand vous exportez un petit peu. Non, mais 1,20, je pensais que 1,20, après, je pense pas que ça pouvait être déjà si pénalisant que ça, mais... Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas... On parlait avant, parliez de l'académique, des économistes, mais ça faisait un monde toutes choses égales par ailleurs, on disait ça. Mais bien sûr. En fait, les choses étaient données. Aujourd'hui, tout est bonifié. Enfin, personne ne sait à quel droit il va pouvoir vendre. C'est quand même la surprise, effectivement, de ce premier semestre.
Oui, mais c'est juste la conséquence de ce qu'on dit depuis des mois, puisqu'on dit des mois que... Sauf que les tarifs devaient faire monter le dollar. Je reprends quand même les consensus qu'on avait il y a 6-9 mois. Beaucoup discutaient quand même Je des vois tarifs pas en aussi quoi ça dollars. peut me faire monter, puisque en même temps... Je ressortirai les émissions. Je vais tout redécouper. Non, mais les tarifs étaient vus comme inflationnistes et ça devait être... L'échange devait s'ajuster. L'euro devait baisser, le dollar devait rester fort. Vous pouvez faire ça dans un monde où ces tarifs sont négociés dans un monde de paix, pas dans un Liberations Day où toi t'es méchant. Je parle du consensus de début d'année, avant tout ce qu'on a découvert ensuite. Oui, donc à partir du moment où vous instillez autant d'insécurité économique dans le monde, c'est pour ça que moi je pense que la croissance américaine va se prendre... voilà. Il n'existe pas dans l'économie une possibilité de croissance dans l'instabilité. Enfin, que ça soit chez les agents économiques, les consommateurs ou les investisseurs. C'est pas possible. Donc il va falloir payer. On revient au chiffre de l'emploi demain qu'on surveillera avec attention. Et si c'est pas demain, ça sera après-demain, mais c'est pas possible. Message sur le plan de la stratégie d'investissement. Il nous reste 3 minutes là. Petit tour de table. Eric. Je l'ai dit tout à l'heure, surfer sur les blagues, vous avez une petite vaguelette sur le luxe, donc faut la prendre. C'est parce que justement parce que début de semestre, on est allé trop bas. Non, parce que pareil, on s'est calmé sur les droits, finalement les droits ça va passer. La Chine qui a l'air le consommateur chinois qui reprend un peu plus du poil de la bête. Bon avec ça je vous le fais pour quelques jours et puis certains comme LVMH avaient touché quand même des gros niveaux, et puis il faut bien faire quelque chose, donc le luxe. C'est début de nouveau trimestre et c'est le luxe qui... Alors ça durera peut-être... Après être descendu aux enfers. Oui, qu'un printemps. On verra. Non, mais il y a des catalyseurs peut-être autour du luxe, effectivement. Message en matière d'investissement chez Sanso, Longchamp, AM. Nous, ce qu'on aime, c'est tout ce qui n'est pas corrélé au taux. Alors même si en Europe, on pourrait être... donc c'est bizarre de dire ça pour un gérant de on aime bien le crédit. On aime bien le crédit, et dans le crédit, dans le crédit, il y a plusieurs segments. Il y a le segment des financières, des financières subordonnées. Il y a le crédit investment grade, donc des grosses sociétés. Et puis les ETI, je dirais de taille très correcte. Et c'est plutôt le marché du haut rendement. Moi, ce que j'aime en ce moment, c'est le marché du haut rendement dans son ensemble. Même si les spreads sont plutôt extrêmement serrés, on est dans des environnements où, pour l'instant, qui sont relativement bénins. On voit plutôt une bonne génération de cash flow, etc. C'est vrai que la baisse des taux favorise le segment également. Le risque qui peut peser sur la croissance peut être contrecarré par le plan européen et le plan allemand. On a un peu de visibilité. Je ne dis pas que c'est parfait. Et pour une classe d'actifs comme le crédit, c'est suffisant. Étant pas sensible au taux, ça c'est quelque chose qu'on aime bien. On aime bien aussi les financières, et particulièrement la partie la plus risquée, les financières subordonnées, qui sont un peu corrélées à l'appétit pour les bancaires sur le marché boursier. Donc ça, on trouve que c'est des trucs, ce sont des investissements vraiment bien. Et pour vous citer un exemple, vous n'avez pas besoin de prendre un risque démesuré pour générer du rendement, même en zone euro avec la baisse de taux. Vous prenez un portefeuille, à 3 ou 4 ans, vous pouvez faire sans trop prendre de risques des portefeuilles qui vont entre 5 et autour de 5. Ouais, je comprends. Ouais. Cyril, matière d'investissement, sur la partie crédit, de toute façon, tous nos clients, ils sont beaucoup plus acheteurs de crédit que de dette d'État, comme on l'a déjà souligné. Il faut avoir du portage. Si les taux restent à peu près dans un range et si les spreads sont déjà bas, c'est le portage qui va faire la performance, encore une fois, cette année. Et puis, nous aussi, ce qu'on aime bien jouer, c'est cette absence de défaut dans le monde du crédit corporel, du crédit bancaire. Donc, on joue à travers des CLO, à travers des titrisations de CDS. On va un peu leverager des positions. Le leverage coûte cher. Il n'y a pas de canari dans la mine, là, dans ces marchés, sur la situation fondamentale, bilancielle des entreprises. Non, parce que les sous-jacents sont bons. Vous faites une titrisation de crédit investment grade ou même de ILW, vous n'avez pas de risque. Très peu de défauts, en dessous de 5%. Et les taux de recovery sont extrêmement bons. Regardez une dette comme Altis a fait défaut, les bons se traitent entre 84 et 85%. Voilà. Donc il y a des choses à jouer là-dessus. Belle négociation. Merci beaucoup, messieurs. Merci bien d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Cyril Parizon, responsable de la recherche obligataire de Silex, Étienne Gorgeon, le responsable de la gestion obligataire de Sanso, Longchamp Asset Management, et Eric Venel, directeur de la gestion de Montbleu Finance.